Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Tu travailles ici Oui, tout à fait, avec les rennes. avec les rennes? Simplement. Ils sont juste derrière. Donc voilà, on s'en occupe Combien au de quotidien. rennes ici? Alors il y a 47 femelles et petits et 14 mâles. D'accord, disons. Tu peux nous montrer d'un peu plus près? Oui, bien sûr, Oui. pourquoi pas, ouais. Il y a à peu près 70 000 samis sur toute la Laponie. Et en Suède, c'est à peu près 15-20 000 samis. La majorité des samis sont en Norvège. Les samis ont l'autorisation de franchir les frontières parce que c'est leur métier. Donc ils ont une sorte de carte qui dit qu'ils sont samis et vu qu'ils s'occupent de leur troupeau, ils ne vont pas être arrêtés à la frontière parce que non, c'est leur travail, il faut qu'ils s'occupent des rennes. Donc ils ont un droit de passer. Mais c'est aussi parce que c'est leur terre. C'est pour ça que ça s'appelle Sapmi, c'est parce que c'est la terre des Samis. C'est leur territoire, eux. Donc c'est eux qui ont la décision de chasse et de pêche. C'est-à-dire que personne d'autre, sans autorisation au préalable des Samis, ne peut chasser ou tuer de quelconque animal, parce que c'est les Samis qui sont propriétaires des lieux. Mais à savoir que dans chaque pays, il y a aussi un gouvernement Sami qui a le droit de prendre des décisions. Et à savoir que l'année dernière, il y a eu une grande... ils étaient en justice depuis des années contre le gouvernement suédois. Et le gouvernement suédois a accepté de redonner les droits aux Samis sur leur terre, de chasse et de pêche, comme je disais. Donc c'était une grande victoire pour les Samis qui ont récupéré leur droit du coup de décider qui a le droit de chasser ou de pêcher. Donc ouais. Grande victoire pour un peuple indigène, qui est d'ailleurs le dernier peuple indigène d'Europe au final. Et c'est aussi par rapport à tout ce qui est fourrure et tout ce qui est pour faire en sorte d'avoir une économie en fait derrière. Donc les Samis peuvent en faire, peuvent avoir des peaux évidemment, peuvent aussi faire les vêtements, donc faire des chaussures. Donc je ne dis pas évidemment parce que je ne suis pas autorisé à porter les vêtements traditionnels. Tout l'attirail en fait qui peut être fait en peau de renne, donc qui tient vers manchot. Parce que en fait quand vous touchez une peau de renne, vous pouvez même pas aller à travers tellement c'est serré, c'est impossible. Et c'est pour ça que les rennes d'ailleurs ne transpirent pas, ils transpirent par la bouche. Et donc c'est impossible, donc ça tient très très chaud. Aussi les bois, on peut en faire des couteaux, on peut en faire de l'artisanat qui peut le revendre après à d'autres personnes. C'est comme ça qu'ils faisaient aussi leur marché auparavant. Donc voilà, donc c'était. Et puis aussi bien sûr la nourriture, évidemment. Si vous voulez la nourriture, il faut avoir des rennes. Ou alors chasser de l'élan aussi. Mais c'est plus facile du coup d'avoir un troupeau de rennes et de temps en temps, on va dire, bon, ce renne là, on va en prendre un ou deux pour cet hiver, on va s'en servir. Et l'avantage aussi du renne, c'est qu'ils peuvent se servir ils peuvent manger tout ce qui est sur le renne, excepté l'estomac. Donc ça sert vraiment de tout. Et il y a aussi une forme de respect derrière, qui fait que si on tue un animal, on va pas simplement prendre, je sais pas, la côte et puis laisser le reste. Non, quand on tue un renne, c'est une vraie tradition et on respecte l'animal au maximum. C'est un peu plus sauvage, donc ils n'ont pas forcément confiance. Ils vont pas forcément manger directement à la main. Peut-être ici. Non, pas vraiment. Ils sont trop sauvages en fait pour vraiment avoir confiance. Ah, ça va encore. Mais et du coup, en fait, ils n'ont pas de dents devant. Donc ils n'ont pas d'incisives. Ils ont des dents bien sûr, mais c'est pas d'incisives, donc il n'y a aucun risque de se faire mordre en fait, tout simplement. C'est des dents. C'est comme les vaches en fait, c'est une bouche de mammifère. Du coup, c'est assez simple. Donc c'est des ruminants, 3 estomacs, exactement. Donc c'est pour ça qu'on les voit souvent après une heure ou deux en train de mâcher, qui ruminent pendant des heures, comme les vaches tout simplement. Les Samis ont découvert que beaucoup de rennes sont morts de faim. Parce qu'avec les températures qui changent énormément, par exemple en pleine nuit il peut faire moins 25, et 12 heures plus tard il peut faire plus 2, plus 3. Et ensuite ça va refaire moins 10, moins 15, moins 20. Et ça va créer de la glace sur le sol, ce qui fait que les rennes ne peuvent plus aller gratter la neige pour aller chercher le lichen qui est en dessous. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rennes qui sont morts dans les montagnes. Et c'est pour ça que les Samis les récupèrent et les mettent dans un enclos pour les nourrir en hiver, pour faire en sorte que la plupart d'entre eux survivent. Et à la fin de l'hiver, donc d'ici à peu près un mois, ils vont les relâcher dans les montagnes. Donc c'est temporaire, c'est un travail annuel. C'est un grand événement aussi. Il s'appelle la séparation qui a lieu en fin novembre, début décembre, en fonction. Ça dépend vraiment de la saison en fait. Les Samis ne suivent pas un calendrier, ils suivent la saison. Donc en fonction des températures. Parce que les rennes suivent aussi un cercle migratoire qui suit la température. Donc ils savent quand il est temps de migrer. Donc les Samis ne font que les suivre. Chaque famille Sami va récupérer ses propres rennes. Donc à savoir que tous les rennes qui sont ici ont une marque qui est faite à la naissance sur l'oreille. Sur l'oreille gauche, ça va être la marque de la famille. Et sur l'oreille droite, ça va être le nom de la personne à qui il appartient.
Et la séparation, c'est le fait de regrouper ces rennes dans un grand enclos, donc vraiment immense, plus grand que ça encore. Et ensuite, de les prendre à peu près 100-150 par tour. Et ensuite, de les attraper, de regarder sur l'oreille, ok, ce renne appartient à la famille Niti par exemple. Donc on va le mettre dans cet enclos. On peut imaginer une sorte de cercle comme ça, avec une porte, comme un soleil en fait. Et sur chaque porte, en fait, il y a un camp. Donc il y a une famille qui est derrière. Et donc les rennes vont être, par exemple, si c'est la famille Niti, hop, on amène le renne ici. Si c'est la famille Marinen, on l'emmène ici. Si c'est la famille Kumonan, on l'emmène ici. Et c'est comme ça que chaque famille va récupérer ses rennes. Ils sont occupés pour tout l'hiver. Ça prend beaucoup de temps parce que forcément il y a énormément de rennes. À peu près 250 000 en toute Laponie. En Suède, bien sûr, il y a 50 000 sur 110 000, mais ça fait quand même beaucoup à prendre en compte. Mais c'est un grand événement, donc la plupart des semis viennent équipés, ils viennent avec leurs vêtements, et puis ça se fait sur 2-3 jours à peu près. Ça se fait dans les montagnes. À la fin de l'automne, donc les rennes naturellement vont migrer en bas des montagnes, parce qu'il va y avoir trop de neige sur le top des montagnes, qui vont plus trouver assez de nourriture. Donc c'est pour ça qu'ils vont descendre dans les forêts. Et c'est là que les samis vont entrer en jeu, et ils vont les herder, comme les moutons en Irlande, les suivre en motoneige avec des chiens. Et c'est là qu'ils vont arriver à les mettre dans un enclos. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à pouvoir faire la séparation. Là c'est du lichen, ou du lichen, je sais pas comment on dit en français. Mais c'est une mousse qui pousse en dessous là, qui pousse en été-automne. Et donc c'est ça, c'est pour ça que les rennes, vous les voyez gratter comme ça, en dessous de la neige, c'est parce qu'ils sont à la recherche de lichen qui entre. Et le lichen, ils peuvent le sentir 1 mètre en dessous de la neige. Donc ils ont un très bon nez. Et donc ça, c'est la nourriture principale pour l'hiver, pendant tout l'hiver. C'est protéiné, très protéiné. Il y a beaucoup de minéraux et de protéines. C'est ça qu'ils adorent ça, forcément. Donc, les samis supplémentent avec des protéines de palette. La même chose qu'on a chez nous en fait, pour un petit supplément. Parce que les rennes, quand ils sont à l'état sauvage, ils mangent énormément, plus d'1 kilo par jour évidemment. Donc il leur faut beaucoup plus que ça. Donc là ils sont là pour 4-5 mois. Et après quand ils retournent dans les montagnes, il n'y a plus besoin de les nourrir. Parce qu'ils mangent de la mousse de forêt comme ça, mais ils mangent aussi plein d'autres herbes et de branches, comme les élans en fait, tout simplement. Et quand ils ont vraiment besoin et qu'ils ne trouvent pas de lichen, ils vont les gratter. Tu vois, c'est pour ça qu'on voit que tous les arbres ici sont rasés, ils n'ont plus de branches à la hauteur de rennes, parce que les rennes peuvent s'adosser avec leurs pattes pour aller chercher les branches et l'écorce, parce qu'ils peuvent aussi en manger. Et il y a aussi un deuxième sorte de lichen qu'ils mangent. C'est du lichen aussi, mais noir. Et ça se trouve beaucoup en forêt. Souvent, ça fait des grosses barbes comme ça, immenses. Et ça, c'est aussi très protéiné. Ils adorent ça. Donc ça, c'est pour ça que les branches sont toutes cassées. Parce que les rennes vont grimper comme ça et ils vont essayer de manger ce petit lichen qui traîne sur l'écorce. Les rennes sont les derniers de la chaîne alimentaire. Donc il y a beaucoup de prédateurs évidemment. Il y a des loups, des lynx, des ours, des gloutons aussi. Là aussi ça. Donc aussi des aigles aussi en été. Parce que du coup le cycle migratoire fait que les rennes en été vont aller à l'ouest. Et du coup on se rapproche de la Norvège, là où il y a beaucoup d'aigles de mer. Vraiment immenses, des gros aigles. Et la naissance des petits a lieu en mai. Et un petit, ça ne sait pas trop marcher, c'est vraiment tout petit. Il lui faut à peu près 3-4 jours pour pouvoir se mettre debout et être bien stable. Du coup, les aigles de mer, c'est une proie facile évidemment pour eux, ils viennent chercher. Et partir avec. Donc c'est aussi un grand prédateur. Donc c'est aussi pour ça que les samis les suivent en été, c'est aussi pour les protéger et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème avec les prédateurs, pour les protéger le troupeau. En général, du coup, les rennes vont en Norvège pour l'été, dans les montagnes norvégiennes. Donc là, on va dire qu'il y a la Norvège. Ici, on a la Suède. Et ici, on a la Finlande et la Russie. En été, soit en Norvège, ici. Donc, soit à la frontière, soit un peu plus dans les montagnes norvégiennes. Et quand la neige arrive, les rennes vont descendre à l'est, du coup. Donc là, vous avez la frontière de la Suède. Et les rennes vont être dans cette zone, en fait, simplement. Donc là, dans la zone suédoise, ici. Jusqu'à à peu près mars-avril. Et quand les températures vont devenir trop chaudes et quand il va y avoir trop d'insectes aussi, parce qu'ici il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de petites mouches et le temps qui pique, les rennes n'aiment pas trop ça, ils vont retourner dans la montagne pour s'abriter, pour avoir une température plus agréable pour eux et pour éviter aussi tous ces moustiques, tous ces parasites. Les samis maintenant sont semi-nomadiques, c'est-à-dire que certains vont encore vivre
à l'époque des lavaux, c'est là où ils vivaient tout simplement. Et ils prenaient ces lavaux et les mettaient sur les traîneaux des rennes. Et les rennes faisaient leur cercle migratoire. Et quand les rennes s'arrêtaient, parce que l'endroit, il y avait assez de nourriture, et c'était un bon emplacement, les rennes en général s'arrêtent. Ils savent où s'arrêter. Les samis vont faire des enclos très rapidement, et puis ils vont remonter le laveau comme ça, et ils vont peut-être rester 1 ou 2 semaines ou 3 semaines au même endroit. Et quand il sera temps de repartir, ils vont retirer le laveau, le remettre sur un traîneau, et puis repartir du coup sur la route, suivant le cercle migratoire. Parce que ce sont les samis qui suivent les rennes, et pas le contraire. Et du coup, maintenant, les samis ne le font plus. Les samis ont aussi des maisons, des voitures, sont des personnes comme toutes les autres. Mais certains le font en été parce que c'est le côté traditionnel, et puis ils aiment bien faire ça aussi. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les montagnes, toujours avoir un œil sur les rennes, savoir s'ils sont en bonne santé, s'il n'y a pas eu d'attaque de loups, d'ours. Donc voilà, de garder un œil sur eux, et aussi de vivre dans les cabines ou alors dans un laveau comme ça, et de passer du temps dans les montagnes. Grosso modo, en gros, il faut récolter des gros rondins de bouleau. En général, ils vont prendre. Et ensuite, fabriquer une sorte d'arceau en haut. Et ensuite, quand ils sont à terre, vous allez prendre de chaque côté. Donc, il faut être au moins 2 ou 3 personnes. Et vous allez lever les rondins de bois pour les faire tenir debout. Et ensuite, vous allez mettre les derniers. Donc, ça paraît simple, évidemment, dit comme ça. Mais c'est la technique. Et ensuite, tout simplement, construire le sol. Donc, les gros rondins délimitent l'entrée principale. Ensuite, vous avez du coup la paillasse qui est faite. Une bonne paillasse de laveau. Il faut avoir une couche de feuilles mortes, qui vont faire la première isolation. Ensuite, des branches. Et ensuite, les peaux de renne sur le dessus pour faire un minimum de confort et garder le tout chaud. Et du coup, au milieu, vous avez le feu central. Et tout au fond, là-bas, vous avez la cuisine. Dans la tradition aussi, il est dit que tout le monde est autorisé à rentrer. C'est-à-dire que s'il y a une famille qui vit à l'intérieur, s'il y a quelqu'un qui passe dehors et qui par exemple il y a une tempête ou quelque chose comme ça, n'importe qui est autorisé à rentrer et vous pouvez venir ici, vous pouvez vous asseoir ici, mais vous ne serez jamais autorisé à passer ces rondins de bois tant que vous n'êtes pas invité à le faire. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure. Donc vous pouvez parler avec la famille, mais tant que la famille ne dit pas, je vous en prie, venez autour du feu, vous n'êtes pas autorisé à passer cette porte. C'est du respect tout simplement. You always have the forest and you have the big mountains very close by. We are outdoor absolutely every day. When you live so closely with nature, whether you believe in it or not, you always get taught the legends and the different stories about how to handle nature. And even if you don't believe in woodland creatures, then you still need to act the same in the forest, whether you believe it or not. So up here we speak a lot about you have different kind of vasen that take care of the forests and the mountains and even for the mines. And there is certain ways to act. You need to maybe ask for permission, and it's a way of saying you have to always keep a track on the weather. If you lose your things in the forest, you can ask to have them back, but this usually comes with a trade. And we still teach our children about trolls and stuff that could give you nightmares, but it's stuff that you need to know. And especially from living here in Sami culture, there are also a lot of different beliefs. For example, you should never poke the fire, because if you poke the fire, your reindeer calves, they will go blind. And this is something that parents tell their children. Maybe they won't go blind,
but it's something that you need to say, because when you sit in a lavvo, you cannot have all your kids poking in the fire, because they're gonna cause a big trouble to you. We also talk about Stallo. Stallo is a kind of big troll, a huge male version. And he, if you have not cleaned up around your lavvo, your teepee, around Christmas time, when Stallo, he has a sled drawn by giant rats. And if you have not cleaned outside, then Stallo and his sled of rats, they get stuck, they get entangled outside the lavvo. And if he gets entangled by the lavvo, he's gonna look down from the hole in the roof. And if he see a couple of children, he can take them up and eat them. So you always have to keep it clean outside, because of course you wouldn't like that to happen. In the Sami Genesis of how the world came to be, nothing was on the planet. It was here, but it was dead, and there was no life, nothing growing. And one day, when it was a big northern light, a white reindeer came down from the northern lights, and when he came down, he put his first foot on the planet, and he instantly dropped dead, because there was nothing here to support for him, nothing he could eat, nothing he could live out of. But he's the one that gave us life, because the spine of his back, it became the whole mountain range, and from his blood it became the different rivers. So this is how you say that the world started. In Sweden, you get taught from very early, from when we go to kindergarten, you have actual lesson about how to act in the forest. It's something that's called mulle. And yeah, it's something that we have to do every week. We have to go outside. We do have a great respect for both our nature and for our creatures. And you even have great respect with what you call. For example, the word bear in Swedish, it's björn. But björn, it actually comes from, it's a pseudonym, because it's kind of the one who are not allowed to be spoken out loud. And from the beginning, from the Latin word for the bear, it's ur. And this word, you don't dare to say it out loud, because you're scared that it's gonna come to you. And we have the same for wolf. We call wolf gray legs, because you have to learn how to act in the forest. You cannot do whatever.